Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Nouvelle pédagogie. Collection créée par Jean-Max Méjean et dirigée par Philippe Maric. À l'heure où l'école est sur tous les fronts, critiquée de toutes parts et même remise en question dans sa forme et quelquefois son utilité, cette collection voudrait interroger tous les acteurs du système éducatif qui réfléchissent et ne se laissent pas aller à la morosité ambiante. S'il est vrai pourtant que la pédagogie a du mal actuellement à se régénérer, et si nous sommes plus enclins à la régression qu'à la progression, abandon de la méthode globale, abandon du collège unique, apprentissage à 14 ans, etc., il existe encore des pédagogues qui tentent l'innovation et c'est eux que nous allons chercher afin qu'ils témoignent, humoristiquement, violemment, désespérément. Entre billets d'humeur, pamphlets et exhortations, il faudrait que la collection puisse réveiller le corps enseignant, mais aussi les élèves et les enseignants afin que tous comprennent la nécessité de se réapproprier vite cette école, ferme indispensable de toute société et de toute culture. Où est le temps de la paideia? Où sont passées les utopies de 68? Pourquoi la guerre partout dans nos écoles et cet étalage gras de la violence dans les médias? Au secours! On est en train de nous saborder parce que la société va mal et parce que l'on n'a pas d'autre alternative à proposer à la jeunesse. Déjà paru. Nadine Croguennecgalland et Stéphane Parou dire « La classe à venir, scolarité des élèves migrants non francophones dans l'Académie de Paris, tome 1 à 3, 2020. Catherine Dumontdevoge, des podcasts pour apprendre. L'écoute et la création sonore au service de la langue par des enfants pour les enfants, 2020. Martine Chomentowski et Jean-Philippe Rossi, Relaxation et bien-être en classe, vers de nouvelles formes de médiation, 2020. Perrine Boutin et Paul Lefur à dire, Didactique des images, récit d'expérience pédagogique à et par l'image, 2020. Anne-Sophie Molini et Geneviève Di Rosa à dire, Enseigner l'histoire des arts dans le premier degré, le dialogue des disciplines, 2020. Étienne Recamier, L'éducation aux médias et à l'information, slogan ou savoir-faire? EMI 2019. Didier Le Gall, Pourquoi enseigner les médias, la pratique de la classe média, 2019. Philippe Maric dire, Apprentissage par le théâtre et les contes, la langue en action, 2018. Remerciements. Mes plus chaleureux remerciements à Madame Catherine Schlemmer qui me fait l'honneur de partager, depuis plusieurs années, son immense culture et sa très grande disponibilité. Sans elle et son enthousiasme communicatif, cet ouvrage n'aurait jamais pu voir le jour. Préface. Le serrurier de la parole. L'art oratoire ressemble à un bal masqué. Il s'agit d'enluminer ses mots, de déguiser ses arguments afin de mettre en valeur sa personnalité, ou de la dissimuler. Il s'agit de choisir le bon costume pour atteindre le but souhaité, faire peur, séduire un être aimé, époustoufler, amuser. Parfois, les intentions les plus modestes requièrent autant d'habileté et de savoir-faire que les ambitions les plus démesurées. L'art oratoire s'apprécie au jour le jour, dans le quotidien, il n'est pas seulement une nécessité des grandes occasions. On confond souvent l'art oratoire avec la force déclamatoire. Certes, l'avocat lancé dans une plaidoirie décisive pour sauver la tête de son client, ou le politique engagé dans le meeting décisif de sa campagne présidentielle, ou encore le patron confronté à une assemblée générale d'actionnaires hostiles doivent exceller dans le verbe, choisir les bons mots, le ton idoine, l'éloquence affûtée. Mais ces moments sont rares, et quand ils adviennent, le talent oratoire n'est que l'enfant légitime d'un caractère bien trempé et d'une culture luxuriante. C'est au contraire dans les instants modestes, les occasions banales que la finesse verbale trouve sa plus grande efficacité, et peut même se révéler indispensable. Parler à des enfants apeurés par l'orage, à des voyageurs agacés par le retard du train, à des patients terrorisés par la maladie. Voilà ce qui est important, voire décisif. L'orateur ne doit plus alors circonvenir, enthousiasmer, entraîner, mais rassurer, apaiser et convaincre. Il ne doit plus soulever des émotions, mais aider son auditoire à les maîtriser, à redevenir maître de la situation, à redevenir lui-même. Mettre le feu est à la portée de presque n'importe qui. Calmer un volcan est bien plus difficile, et entretenir une flambée douce dans une cheminée n'est pas si simple.
Cette éloquence de plain-pied qui ne veut pas dominer ni épater, mais au contraire échanger, communiquer, est un bien précieux. Non seulement elle sert les buts de l'orateur, qui parvient à faire passer et surtout partager son message, mais elle est utile à celui qui écoute, elle l'élève et l'enrichit. Elle devient alors un élément essentiel de la pédagogie, mais aussi la pierre angulaire du débat public, de la démocratie. L'art oratoire ne doit pas chercher les grands mots, mais les mots justes. Le bon orateur est un serrurier, qui sait jouer du rossignol pour débloquer tous les verrous. C'est pourquoi cet ouvrage évoque dans son titre les pratiques oratoires. Il ne s'agit pas d'un traité mais d'un manuel, il constitue un mode d'emploi, il se veut utilisable chaque jour dans de nombreuses situations. Et parce que ces savoir-faire sont précis, parfois techniques, toujours fondés sur des connaissances, ils doivent s'enseigner. En effet, s'il y a de l'inné dans l'art oratoire, si le don et le talent ont toute leur place dans son épanouissement, l'acquis est plus important, surtout pour l'éloquence du quotidien. L'essentiel peut s'apprendre, pour surmonter tous les écueils que la vie place devant ceux qui doivent prendre la parole en public. L'essentiel doit donc être enseigné, car s'exprimer devant les autres est aujourd'hui un impératif, la pierre angulaire de la vie sociale. Mais ce ne sont pas des cours fastidieux qui fournissent la bonne méthodologie, c'est au contraire la pratique jubilatoire et ludique de la parole. Le théâtre, notamment l'improvisation, est un espace de jeu fécond aujourd'hui trop peu utilisé et que défriche avec pertinence ce livre. On pourrait parler ici d'artisanat oratoire plutôt que d'art oratoire, tant il s'agit d'être efficient et pragmatique. Mais c'est bien d'art qu'il s'agit parce que ce sont les mots qui se forgent, c'est la langue française qui se sculpte. Alors l'orateur se place sur le chemin de la poésie, sans en atteindre les sommets, mais sans en perdre de vue les beautés. Les formules, les traits d'esprit, la musique des phrases sont au cœur de l'éloquence, elles garantissent que les idées seront comprises, mémorisées, partagées. L'esthétique et le pratique, joints en une même parole, cet ouvrage réussit l'alliage de l'utile et de l'agréable. Christophe Barbier. Avant-propos, qu'est-ce que l'éloquence ? Par PM et CL. L'éloquence du cœur, de l'âme, des sentiments. L'éloquence des passions nous trompe presque toujours. Alain. Ces propos d'Alain ne s'adressent-ils qu'aux sentiments, aux émotions, ou concernent-ils également la parole ? En effet, la parole n'est qu'un médiateur de l'expression des sentiments mais pas le seul. La parole implique la mise en jeu de nombreux ressorts dont les affects ne sont pas les seuls. Alors qu'est-ce que l'éloquence ? Art, talent de bien parler, de persuader et de convaincre par la parole. Verve, selon le Larousse, l'éloquence est une discipline ancienne. Les sophistes de la Grèce du IVe siècle av. J.C. l'enseigne déjà et rédige le premier traité sur l'art de la parole, la rhétorique, à l'usage des plaideurs d'abord, lors des 40 réunions annuelles de l'Assemblée du peuple, des assemblées extraordinaires ou des procès civils. Dans les procès politiques, où l'accusé assure sa propre défense, chaque citoyen peut devenir l'accusateur avec une prise de parole limitée dans le temps. Aujourd'hui, les concours d'éloquence débordent le cadre judiciaire et se multiplient dans les académies du spectacle ou les grandes écoles comme l'ENA, Sciences Po, etc. L'épreuve orale du baccalauréat, obligatoire, s'inscrit aussi dans cette longue tradition. Le bulletin officiel de l'Éducation nationale du 6 octobre 2011 définissait ainsi les enjeux de cette épreuve. L'examen oral a pour but d'évaluer la capacité du candidat à mobiliser ses connaissances. Il doit lui permettre de manifester ses compétences de lecture, d'exprimer une sensibilité et une culture personnelle et de manifester sa maîtrise de l'expression orale, ainsi que son aptitude à dialoguer avec l'examinateur. L'épreuve du grand oral, du bac des toutes dernières instructions du ministère de l'Éducation nationale précisant la dernière réforme de l'examen national, insiste de nouveau sur la nécessité pour le candidat de montrer sa capacité à prendre la parole en public de façon claire et convaincante. Le jury est invité à valoriser la solidité des connaissances du candidat, sa capacité à argumenter et à relier les savoirs, son esprit critique, la précision de son expression, la clarté de son propos, son engagement dans sa parole, sa force de conviction. Cet art oratoire dépasse cependant le cadre scolaire. Il mobilise le langage oral dans toutes ses dimensions verbales et non verbales, afin de se faire comprendre et de répondre à une situation qui requiert une réponse linguistique.
question, provocation, mise en demeure, injustice. Bref, il sert dans toutes les dimensions de la vie qui réclament une réponse du tac au tac. Être éloquent, c'est avoir du répondant, savoir se justifier et faire passer ses idées. Argumenter, convaincre, amener son interlocuteur à modifier sa position pour accepter tout ou partie de son propre point de vue. Nous allons passer en revue les différents aspects, les présupposés de cette discipline, ce qu'elle implique et entraîne. D'abord l'aspect linguistique, puis les fonctions paralangagières et enfin les fonctions périlangagières. L'aspect linguistique. L'éloquence mobilise la langue, en premier lieu sa forme orale. Elle en suppose la maîtrise dans toutes ses dimensions, la syntaxe, grammaire, morphologie, le vocabulaire, sémantique, niveau de langage, polysémie, les différentes mises en œuvre du discours, le métalangage. Elle active simultanément les 6 fonctions de la communication verbale selon Jacobson suivantes. Mais l'éloquence va aussi au-delà. Les fonctions paralangagières. Pour le Larousse, le paralinguistique consiste en l'ensemble des moyens de communication naturels qui ne font pas partie du système linguistique, mais qui peuvent accompagner et renforcer la parole, expression du visage, gestes, etc. Définition à laquelle l'Encyclopædia Universalis ajoute les mimiques. On va donc y retrouver le contrôle du ton, du niveau sonore, de la modulation de la voix, autant d'aspects de la manière d'articuler que l'on classe sous le terme de prosodie. Cette prosodie inclut, selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales, CNRTL, la prononciation correcte et régulière des mots selon l'accent et la quantité des syllabes, la métrique qui est l'ensemble des règles de versification qui concernent la quantité des voyelles, l'effet accentuel et mélodique, et conduit à distinguer dans les vers le fond et la forme, un sujet et un développement, le son et le sens. À considérer la rythmique, la métrique et la prosodie comme naturellement et facilement séparables de l'expression verbale même, des mots eux-mêmes et de la syntaxe. C'est donc, au sens linguistique, l'étude de phénomènes variés étrangers à la double articulation, mais inséparables du discours comme la mélodie, l'intensité, la durée, etc. La segmentation des mots fait donc partie de la prosodie, mais c'est aussi l'ensemble des règles concernant les rapports de quantité, d'intensité, d'accentuation entre la musique et les paroles. En résumé, tout ce qu'on appelle la prononciation. Mais au-delà du ton, de la modulation, de la puissance de la voix et de la manière dont elle porte, il y a d'autres fonctions biologiques que celles inhérentes aux voies respiratoires hautes, cordes vocales, capacité buccale et nasale, mobilité de la langue, des lèvres, à savoir la maîtrise de la respiration, des silences, tout ce qui a un rapport avec les émotions. Les fonctions périlangagières. Elles englobent tout ce qui est lié au paralangage, c'est-à-dire à tous les moyens de communication qui peuvent naturellement renforcer la parole humaine, qu'il s'agisse de gestes du corps ou d'expressions du visage par exemple. Ce sont les expressions du visage, postures ou attitudes gestuelles que l'on retrouve dans la programmation neurolinguistique, PNL. Ces notions, considérées comme paralinguistiques par le Larousse et l'Encyclopædia Universalis, sont en fait culturelles. Elles relèvent de la sensibilité et varient donc d'une civilisation à une autre, ce que l'on nomme habituellement représentation linguistique, notamment Bémorer, 1997, ou imaginaire linguistique, AM. Houdbin, 1982, correspond à un ensemble vaste dans lequel se logent différents objets d'analyse appréhendés selon des perspectives théoriques et méthodologiques souvent distinctes. Linguistique, sociolinguistique, psycholinguistique, etc. L'état d'esprit du locuteur et de son auditoire, l'importance que le locuteur attribue à son discours, ses préjugés à l'égard de son auditoire, sa conception de l'impact de ses propos, de la part à apporter au fond et à la forme, de la valeur qu'il attribue à tel ou tel argument ou exemple, son a priori ou sa perception, de la réceptivité et des états émotionnels ou psychologiques de son auditoire, sont autant d'éléments qui vont influer sur sa manière de s'exprimer. Mais pas seulement. La mimique adoptée, la gestuelle des propos influe sur la compréhension du discours émis. Cette influence est différente selon sa culture. Ainsi, le fait de regarder son auditoire globalement ou en détail, au-dessus de son auditoire ou le sol, ses notes ou le tableau au cours d'un exposé sera perçu différemment selon que l'on est un occidental, un indien, un asiatique, un africain, du nord ou subsaharien,
autrement dit selon le contexte civilisationnel. Le handicap. Au-delà de la conception communicative, interpersonnelle du discours, doit être prise en compte la dimension idiosyncrasique. Celle-ci va de la psychologie et l'état d'esprit d'un individu, lié à son vécu propre, à ses problèmes et difficultés personnelles. En effet, l'éloquence est une dimension du langage qui fait défaut à nombre de personnes qui présentent des difficultés diverses. Peur de l'autre, agoraphobie, zézément, bégaiement, stress créant des blocages, des trous de mémoire, s'y ajoute la cohorte de traumatismes psychologiques qui les accompagnent. Être éloquent n'est donc pas donné à tout le monde, puisque la dimension émotionnelle constitue une très large part de l'éloquence. L'émotion. L'éloquence suppose de surmonter sa timidité, son trac, sa perte de moyens lorsqu'on se fait couper la parole, sa peur de déplaire, sa peur de ne pas savoir faire. Elle suppose aussi de savoir gérer les flux de parole, prendre la parole, la passer et la reprendre en temps opportun, ce qui nécessite un certain savoir-faire. Pour contrôler ses émotions, on peut faire appel à de nombreuses sciences et techniques autres que langagières. Programmation neurolinguistique PNL, sophrologie, relaxation et yoga, auto-hypnose. Il faut toutefois disposer de la quantité nécessaire de stress positif pour pouvoir mobiliser instantanément toutes ses capacités, capacité à réagir, à s'imposer, à répondre du tac au tac. C'est-à-dire avoir du répondant, lequel nécessite une autre compétence, la compétence mémorielle. La mémoire. Être capable de répondre sur le champ à un propos, savoir analyser une situation verbale et émotionnelle instantanément et mobiliser tous les moyens d'y répondre aussitôt suppose être capable de se rappeler des situations antérieures semblables, trouver les bonnes idées et les bons mots pour présenter celles-ci, proposer des exemples, savoir puiser sans avoir besoin d'y réfléchir longuement dans des savoirs, des souvenirs. La mémoire à court terme, ce qui vient d'être dit par telle ou telle personne au cours du débat, et à long terme, réserve de savoir, est donc indispensable pour être éloquent. Là encore, la nature et l'éducation créent des inégalités. L'éloquence fait donc souvent défaut à tous ceux qui manquent de culture générale, savoir scolaire ou non, connaissances variées, de mémoire, de maîtrise, de la langue, mais aussi d'eux-mêmes et de leur corps, de maîtrise des situations sociales, sans oublier ceux qui ne savent pas faire face à l'imprévu, au nouveau, au surprenant. Pour résumer, l'éloquence mobilise simultanément des savoirs, informations historiques et d'actualité, savoirs scolaires et littéraires, des savoir-faire, utiliser la langue, avoir le bon vocabulaire, maîtriser la syntaxe, agencer les mots et les arguments dans le bon ordre, logique et quasi mathématique et selon le niveau de langue adéquat. Un savoir-être, contrôle de soi, de ses émotions, souvenirs et affects, contrôle de sa respiration, de son rythme cardiaque, adaptation à la situation. Savoir transmettre, être pédagogue, savoir susciter la réflexion, donner envie de s'impliquer, de réfléchir. Il faut ajouter à cela la capacité, voire le talent d'influer sur la vie, l'opinion de son interlocuteur unique ou multiple. Auditoire présent ou distant dans le cas de transmission à distance, radio, télévision, téléphone, avec dans ces derniers cas la perte du contrôle visuel, de ne pas se laisser submerger par l'émotion, de rester pragmatique, d'insuffler la bonne dose d'éléments parlant à l'esprit, logique, et celle parlant au cœur, émotion. Se demander ce qu'est l'éloquence soulève finalement plus de questions que de réponses. Est-ce parler avec facilité, sincérité, emphase, énergie, élégance, avec son cœur ? L'éloquence est-ce le pittoresque, la richesse du propos, la rhétorique, la persuasion, l'affectation, le génie ? Est-ce être agréable, dire ce que l'auditoire veut entendre ? Est-ce une démarche, un engagement, un enseignement, une expressivité ? Sans doute tout cela à des degrés divers. Quoi qu'il en soit, la discipline se décline en exercices et techniques qui s'apprennent. Nous laisserons le mot de la fin à Bossuet. L'éloquence, pour être digne d'avoir quelque place dans les discours, ne doit pas être recherchée avec trop d'études. Il faut qu'elle semble venir comme d'elle-même, attirée par la grandeur des choses et pour servir d'interprète à la sagesse qui parle. Préambule. Prendre la parole en public. Rien ne vaut la pratique. Fred Leca. Comédien, auteur, scénariste et formateur. Mesdames, Messieurs, notre train est actuellement à l'arrêt.
Merci de ne pas toucher aux portes. Merci de patienter. 5 minutes plus tard. Je vais vous demander de patienter encore quelques instants s'il vous plaît. 8 minutes plus tard. Encore un peu de patience. On est toujours à l'arrêt. Je vous rappelle qu'il ne faut pas tenter l'ouverture des portes, merci. Voici une suite d'annonces sonores à bord des trains que tout usager du RER a déjà entendu plus d'une fois lors de ses trajets. Ces annonces faites au micro, au contenu rarement joyeux, sont souvent perçues, en dehors du contenu même du message qui est délivré, comme des ordres, des impératifs, des commandements à respecter. La voix, dont en plus le son est altéré par la mauvaise qualité des enceintes dans les voitures, nous paraît sèche et mécanique. C'est dit de façon monocorde. Quant au débit, il vaut mieux être un natif de la langue pour pouvoir saisir ce qui nous est demandé. Tout, dans le ton, l'intonation, le rythme, ce qu'on appelle le paraverbal nous dit « Je n'aime pas prendre le micro, mais là on m'oblige à vous parler pour vous annoncer un truc pas sympa. Alors bon, on va devoir attendre je ne sais pas combien de temps. Je sais c'est galère pour tous, mais moi j'y suis pour rien. » Les messages informatifs qui sortent des haut-parleurs dans ces lieux qui accueillent du public, métro, gare, train, aéroport, provoquent rarement du bonheur. À moins que l'on annonce enfin, après une heure d'attente, l'embarquement de notre avion. Mais c'est une petite joie éphémère née d'un long temps d'irritation. Se sentir prisonnier dans un train avec la sensation qu'on nous parle sans considération, qu'on nous infantilise, peut faire naître chez nous de la nervosité, de la colère, voire susciter des réflexes grégaires de violence verbale ou autre tant le groupe, le nombre font facteur d'éléments catalyseurs pour passer à l'acte. Irritation, colère, impatience, joie. La liste est longue dans les émotions, les humeurs que nous pouvons ressentir. Au-delà des 7 émotions primaires, joie, peur, colère, tristesse, surprise, dégoût et plus récemment mépris, nous sommes affectés par une large panoplie d'émoi tout au long de notre vie. L'être humain, avant même d'être un être rationnel, technique, intellectuel, est donc un être d'émotion. Qu'on le veuille ou non, nous sommes toutes et tous des êtres d'émotion. De plus, toutes les stimulations sensorielles extérieures, par la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et autres sensations, tout ce que nous recevons passe tout d'abord dans notre cerveau par le thalamus et a le choix entre 2 options. Prendre un chemin long qui fera passer ces sensations par le cortex sensoriel, ou cérébral, où ces informations seront analysées et traitées. C'est là que nous réfléchissons. Prendre la voie courte en direction de l'amygdale, qui produira là où les réponses émotionnelles. C'est par là que nous réagissons. Or, même si la stimulation parcourt le chemin long, cortex sensoriel, elle prendra aussi le trajet vers l'amygdale. Ce qui fait que nous aurons à chaque fois une réponse, une réaction émotionnelle face à une stimulation, parfois avant la réflexion. En cas de danger, cette réponse instinctive, immédiate et irrépressible nous est utile pour survivre, pour échapper à un danger imminent sans avoir besoin de perdre un temps précieux à l'analyse de ce danger. C'est notre cerveau primaire, reptilien qui nous sauve la vie. Sans craindre pour notre vie, c'est le chemin de l'amygdale qui prend le dessus en communication. Là où va se jouer notre perception du message reçu. Alors pourquoi a-t-on la sensation que les personnes qui sont à l'autre bout du micro paraissent de mauvaise humeur, énervées, stressées ou autoritaires? Elles ne le sont peut-être, et souvent pas. Sans doute même, si nous avions la possibilité de les voir, d'être en contact visuel avec elles, les trouverions-nous agréables, détendues ou simplement posées? Une grande part de la réponse se trouve dans ce qui est appelé le camembert de la communication. En communication interpersonnelle, d'une personne à un public, lorsque le message est informatif, positif ou neutre, les mots mêmes du message ne représentent qu'un très faible pourcentage de ce que va retenir l'auditeur. Il est d'usage de dire qu'il ne constitue que 7% environ de ce que va garder le public en mémoire immédiate, en ressenti. Le non-verbal, le langage du corps constitué des expressions du visage, de la gestuelle, de l'apparence physique, des mouvements, du regard, etc., impacte les personnes auxquelles on s'adresse à près de 55%. Le paraverbal, intonation, volume de la voix, débit, ton, constituant le reste, 38%. Mais oui, l'attitude se ressent à travers un haut-parleur. Camembert de la communication. Dans le cas des annonces faites au micro, l'absence de contact visuel avec la personne émettrice donne au paraverbal une place qui, dans notre cerveau,
va venir combler l'espace laissé vide par le non-verbal. Si le ton n'est pas aimable, alors notre perception sera plus négative. Si la voix nous paraît peu assurée, alors notre ressenti sera plus anxiogène. Si le ton est mécanique, nous aurons une relation déshumanisée avec la personne au micro. Exemple, imaginez que quelqu'un vous dise au téléphone lors d'un entretien. Ce que vous me dites est vraiment très intéressant. Si la personne le dit sur un ton enjoué, sourire dans la voix, modulation dans les mots, instance sur vraiment, vous ressentirez du plaisir. La même phrase prononcée de manière lasse, désintéressée du style oui bon ça on s'en fout, ou agressive aura l'effet inverse. Pire, vous aurez l'impression que la personne fait du cynisme avec vous. Quand bien même elle pense vraiment ce qu'elle vous dit à ce moment-là, vous n'en entendrez pas un mot. Mots identiques, paraverbal différent. Autre exemple, il est très tard, vous êtes fatigué. Votre conjoint vous téléphone et vous demande si vous l'aimez toujours. Vous répondez. Ben oui, bien sûr je t'aime. Si vous le dites d'un ton énervé, il est fort peu probable qu'il ou elle vous réponde. Oh merci, j'adore comment tu me parles. Tu pourras me le dire comme ça, mais en allemand ancien la prochaine fois? Si vous le dites en bâillant, je pense qu'il/elle ne vous sentent pas très amoureux à ce moment. Trop souvent nous croyons que les mots suffisent, j'ai dit les mots. Nous oublions la prépondérance du paraverbal. La communication orale, hors contact visuel, est donc une histoire de congruence entre ce que l'on dit et la façon dont on le dit. Là où un conducteur de bus pourra, dans un embouteillage, sans même prononcer un seul mot, se tourner vers les voyageurs, la mine désolée, le sourire triste, en haussant les épaules de fatalité après avoir montré les voitures devant lui, et où tout le monde comprendra le sens de son message, un conducteur de métro, de RER ou de train sera obligé de prendre la parole pour exprimer que le trafic est saturé. Et s'il est navré de ne pas pouvoir poursuivre le trajet, qu'il est désolé pour les voyageurs, il faudra que cela s'entende dans son ton, son placement de voix, son intonation. Son paraverbal sera la marque de son empathie, ou ne sera pas. Dans les situations de prise de parole en public, nous l'avons vu plus haut, c'est le non-verbal qui joue le rôle prépondérant. Chers collaborateurs, je suis votre responsable des ressources humaines. À partir d'aujourd'hui, sachez que si vous avez quoi que ce soit à me demander, n'hésitez surtout pas à venir me voir, je suis là pour vous aider. À l'écrit, ces quelques phrases sont prometteuses et très positives. Imaginez-les maintenant, prononcées par une personne qui, même en souriant, accompagne son discours d'un ostensible bras d'honneur. Ce n'est plus du tout le même message. C'est même tout à fait l'inverse. Bien que caricatural dans cet exemple, on comprend bien ainsi comment le non-verbal est ce que vont retenir en priorité dans leur inconscient les personnes auxquelles on s'adresse. Alors, comment concrètement avoir une communication orale qui soit en adéquation et en harmonie avec le message que l'on veut délivrer? Une première réponse évidente est l'honnêteté, la sincérité. Vous croyez en ce que vous dites? Vous êtes OK avec le message? Soyez tranquille, votre cerveau enverra au corps les stimuli qui vous feront être plus apaisé, plus détendu, avec un regard qui ne fuit pas. Deuxième élément de réponse, être OK dans la relation à l'autre, aux autres. Même si le corps du message n'est pas plaisant à entendre, nous sommes arrêtés en pleine voie pour une durée indéterminée. Désolé, mais il n'y a plus de place pour ce soir. Votre candidature n'a pas été retenue, etc. Dites-vous que vous n'êtes pour rien dans la situation et que la personne en face de vous ne vous en voudra pas personnellement. Vous êtes de bonne foi, elle aussi. Vous faites de votre mieux, elle aussi. Sauf que dans ces situations-là, les marques verbales d'empathie seront nécessaires. Je suis vraiment désolé de vous annoncer que nous allons devoir rester immobilisés pour une durée indéterminée. Je sais que c'est énervant, mais je fais mon possible pour aller prendre les informations et vous tenir au courant. Ou bien, avec le sourire que l'on a instinctivement quand on comprend ce qui arrive à l'autre, confère première réponse, vous souhaitiez venir dîner ce soir? Je suis embêté, mais nous sommes complets, ça marche bien pour nous heureusement. Ce que je peux faire pour vous, c'est prendre tout de suite une réservation pour la date de votre choix et si vous voulez, vous laissez le choix de la table parmi nos tables pour deux. C'est plus long. Mais c'est du temps investi, positivement.
On évitera ainsi ce que j'appelle le recours au SAV des plaintes. On le comprend, communiquer à l'oral en public est une histoire de tout. Les mots, le corps et la voix seront au service de votre propos et atteindront plus facilement leur objectif si vous croyez en ce que vous dites, si vous êtes en accord avec vous-même. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Écrivait Nicolas Boileau. Nous concevrons plus aisément aussitôt que nous serons en harmonie avec le contenu de notre message. Les mots viendront presque naturellement avec un minimum de pratique. Les quelques clés, autres que théoriques, peuvent aussi se trouver dans la liste ci-dessous. Avant de prendre la parole, et pendant. Respirez profondément et calmement. Cela permet de faire retomber la pression et de placer sa voix dans son médium. Regardez votre public dans les yeux. Balayez du regard toutes les têtes en cas de grand nombre. Plus vous observerez votre auditoire, moins vous serez centré sur vous. Vous serez dans une posture de don, de partage. Souriez, même de façon technique éventuellement, même si le message est délicat. Mécaniquement, votre cerveau reçoit ainsi l'info qu'il peut développer des neurotransmetteurs, endorphines ou de la sérotonine par exemple. Votre voix paraîtra plus douce et le message moins anxiogène. Pensez aux hôtesses de l'air qui vous invitent calmement et poliment à regagner vos places et de vous attacher lors de turbulences. Vous imaginez si elles le disaient avec angoisse, le visage crispé, la panique dans les yeux. Pendant la prise de parole. Exprimez ce que vous ressentez. Je suis ennuyé de vous annoncer que. Je comprends qu'il est difficile de. Je suis stressé à l'idée de vous parler. Ça me fait très plaisir et en même temps je sens beaucoup de pression à. Vous aurez quasiment toujours l'empathie du public. Dites ce que vous vivez sur l'instant. J'ai les mains qui tremblent, je dois être rouge comme une pivoine. Entraîne souvent l'indulgence et le soutien de l'auditoire. Acceptez les instants de pause, les silences. Comme en musique, la prise de parole n'est pas une suite ininterrompue de phrases. Les modulations, les changements de rythme apportent du relief à votre prise de parole. Surtout, racontez une histoire. Je vous déconseille de réciter du par cœur. Accrochez-vous à faire vivre votre oral, surtout lors de soutenances de projets, d'un mémoire, d'un entretien ou lors de prises de parole lors de réunions ou séminaires. Pour cela, préparez un chemin de fer, une conduite avec les 10, 15 ou 30 mots-clés de votre intervention. Les mots-chapitres que vous auriez surlignés à l'écrit. Pas besoin d'écrire des phrases, imaginez un ange gardien qui vous souffle un mot à l'oreille. Ce mot vous donne le tremplin pour parler de la suite. Et n'hésitez pas à vous référer à votre chemin de fer pour visualiser où vous en êtes. L'œil photographie très vite. La prise de parole en public, nous en faisons tous les jours avec nos familles, nos relations sociales et professionnelles. Dès que nous la plaçons avec un enjeu fort, supérieur, solennel ou professionnel, il nous arrive de perdre nos moyens. Alors, peut-être que le fait de réajuster le regard sur la situation, c'est important mais pas grave, et avoir à l'esprit et pratiquer les commandements suivants. Parle-leur comme tu aimerais qu'on te parle, avec empathie, d'adulte à adulte. Informe-les, aussi régulièrement que tu voudrais être informé eux. Imagine les personnes que tu aimes, et adresse-toi à elles comme tu le fais habituellement. Dis ce que tu ressens, partage tes émotions. Vous parviendrez à vous sentir beaucoup plus à l'aise. En plus de la sensibilisation et de la formation sur l'information voyageur de l'ensemble des conducteurs par la RATP, les interventions que j'ai faites auprès des conducteurs du RER en 2018 et 2019 pour de mini-coaching individualisés de prise de parole au micro ont porté leurs fruits. Je leur avais suggéré de mentionner leur prénom pour humaniser leurs annonces et qu'ils avaient tout à fait le droit de prendre un autre prénom que le leur. Certains depuis utilisent le mien, puisqu'on a entendu il y a quelques mois un matin. Mesdames et messieurs, c'est à nouveau Fred, votre conducteur. Je reprends le micro comme promis, pour vous donner les derniers éléments en ma possession. Nous sommes donc toujours à l'arrêt, et cela fait maintenant 10 minutes. C'est compliqué pour vous, surtout que nous sommes aux heures de pointe. Je sais que c'est inconfortable pour tous. Vous avez tous des rendez-vous, j'en suis conscient, et croyez bien que je fais au mieux. Tout le monde a envie que le trafic reprenne, moi comme vous. Alors, je ne connais pas encore la cause réelle de notre arrêt,
mais je continue de me renseigner et je reviens vers vous d'ici 2 à 3 minutes pour vous dire ce qu'il en est. Entre-temps, si vous voyez une personne en difficulté, je pense aux personnes âgées, aux enfants ou aux personnes qui paniqueraient, je vous remercie de faire ce que vous pouvez pour la soulager, ce serait formidable. Allez, j'espère vraiment que ça ne va pas durer. Je vous remercie de votre patience. Surtout, ne tentez pas d'ouvrir les portes, cela bloquerait l'ensemble de la ligne pour plusieurs heures et surtout, il y a des trains circulent sur l'autre voie à contresens, ce serait très dangereux. Merci de votre compréhension. À dans 3 minutes pour une nouvelle annonce. Le concept. Préparer les élèves à l'oral du bac ou la chance de résoudre une crise. Par Stéphane André. Professeur d'art oratoire, fondateur de l'école de l'art oratoire. Une culture est un immense paquebot dont on ne change pas facilement la route. La nôtre n'a jamais favorisé l'oral dans la formation des enseignants comme dans celle des élèves. Nous voyons maintenant se profiler à l'horizon les graves manques que cela risque de provoquer dans la formation de nos enfants. L'inscription d'une épreuve orale au baccalauréat ne changera pas grand-chose à leur avenir, si la place de l'oral n'est pas repensée complètement dans nos écoles. Ce chapitre est écrit pour les enseignants qui vont devoir entraîner les élèves à cette épreuve. Le bouc émissaire, symptôme d'une école en crise. L'enfant est appelé au tableau pour réciter sa fable devant la classe. Il commence et soudain c'est le trou. Il regarde au plafond, il relève les épaules et se tripote nerveusement les doigts. La classe attend, le maître aussi qui parfois avertit, on ne souffle pas. Si le trou persiste, il en conclut que l'élève n'a pas suffisamment appris sa récitation. Peut-être s'y est-il pris au dernier moment, sur le chemin de l'école. Parfois voulant aider l'élève, le maître dit « Respire. Prends ton temps ». L'élève se sentait déjà regardé par tous, il se sent maintenant sous la loupe et désespère de s'en sortir. Dans le meilleur des cas, le maître ne dit rien et pense « Laissons l'enfant réfléchir ». Mais l'enfant ne réfléchit plus, il apprend la solitude, la peur de l'échec et il échoue. Il se souviendra de sa récitation une fois retourné à sa place, comme plus tard il se dira peut-être en sortant de l'oral du bac « Bon sang, j'ai oublié de dire ceci ou cela ». Et l'enseignant n'a pas su quoi faire pour l'aider. Comment pourrait-il le former à tirer le maximum de son savoir à l'oral du bac ? Il faut rapprocher cette position de l'élève sur l'estrade en situation d'échec de celle de son enseignant sur la même estrade, pour lequel certains jours les mots du cours viennent seulement par automatisme. Il ne regarde plus vraiment les élèves, et balaie plutôt la classe du regard sans la voir. À l'exact opposé de l'élève en difficulté sur l'estrade, il se sent bien trop sûr de son texte, mais tout aussi seul. Comme lui, il voudrait être ailleurs. Élèves, nous avons nous-mêmes eu des enseignants de ce type. Ils pouvaient être courageux, mais certainement pas conscients de notre peu d'envie de les écouter. Une institution dans laquelle on ne regarde plus l'autre quand on prend la parole, se résume à un congrès de solitude. Dès lors, sa mission devient plus difficile à remplir. C'est vrai de l'entreprise quand la réunionite s'installe, où chacun joue son jeu personnel sans réels échanges avec les collègues. Comme par hasard, on ne se regarde plus quand on se parle. On s'étonne ensuite que l'entreprise manque de réactivité, ou d'agilité puisque le mot est à la mode, face aux situations nouvelles. C'est aussi vrai de l'école où des problèmes surgissent depuis quelques années, qui ne trouvent pas vraiment de solution. Mauvaise place dans le classement international PISA, constat plus que mauvais sur l'inégalité des chances, trop nombreux élèves décrocheurs, non-respect de l'autorité des maîtres, présence de dealers à la sortie des écoles et dernièrement harcèlement scolaire. Revenons à l'élève en situation d'échec devant la classe. Il se vit comme une proie sans terrier ou se réfugier, à la merci de prédateurs. Il voudrait s'enfoncer dans l'estrade. Il a le trac et il a honte. Bien sûr, la situation n'est pas aussi dangereuse qu'il le ressent. Mais si en plus le malheur veut qu'il présente une caractéristique vestimentaire, morphologique, psychologique ou autre qui le différencie nettement de ses camarades, elle pourrait le devenir. Le phénomène du bouc émissaire est un des symptômes les plus sérieux d'une institution en crise. Il évite au groupe les multiples conflits qui surgissent inévitablement entre des individus livrés à eux-mêmes sans projet commun pour les réunir, et malgré cela contraints de vivre ensemble.
Ces conflits sont tous fondés sur l'envie de ce que l'autre possède, non pas tant pour ce qu'il possède que pour pouvoir être comme lui. Dans son ouvrage « La violence et le sacré », l'anthropologue René Girard nomme cette envie le désir mimétique par opposition au désir authentique. Il entraîne l'agressivité de tous contre tous. Le choix instinctuel, dit René Girard, d'un bouc émissaire par le groupe la transforme en une agressivité de tous à l'égard d'un seul. C'est un bon moyen pour le groupe de faire baisser l'angoisse et de préserver sa cohésion. Dans le métro, où la contrainte de vivre ensemble sans projet commun ne dure pas, les voyageurs réussissent à s'isoler les uns des autres en s'ingéniant tous à regarder dans le vide. Ils peuvent ainsi vivre sereinement leur voyage. C'est une solution inapplicable pour les élèves tout au long d'une année scolaire. D'où l'inéluctabilité de l'apparition de boucs émissaires dans les classes où le projet commun d'accès au savoir ne prend pas suffisamment. Le harcèlement scolaire est alors l'autre nom de ce phénomène. Celui qui échoue à réciter sa fable sur l'estrade ne servira pas forcément plus tard de bouc émissaire à la classe. Ce sera peut-être au contraire celui qui la récite sans erreur et à toute vitesse, parce qu'il a une mémoire tellement exceptionnelle, qu'il apparaît à ses camarades comme un petit génie auquel on ne sait pas comment parler. Ce qui alerte dans ces situations, c'est l'inéluctabilité de l'échec ou de la réussite de l'élève, associée à sa tentative réelle ou supposée, mais manifeste aux yeux de la classe de disparaître du champ social tellement il a honte, ou de se situer très au-dessus tellement il est fort. Il s'offre en victime potentielle pour garantir l'unité du groupe en cas de crise. S'il le devient ensuite, il y a peu de chances qu'on lui reparle de ses échecs ou de ses prouesses de cirque sur l'estrade. C'est l'histoire du battement d'ailes de papillon à l'origine d'une tempête à l'autre bout de la terre. Il est difficile de ne pas voir un lien de cause à effet entre les difficultés actuelles que rencontre notre école et les cas de harcèlement scolaire. Si nous voulons en sortir, il nous faut repenser les relations humaines qui, comme dans toute institution, se nouent d'abord dans l'oral. Les difficultés d'expression prévisibles de nos futurs candidats à l'oral du bac ne sont que la partie émergée de l'iceberg du marasme général de l'oral dans nos établissements scolaires. Il est la seule cause de leur tendance à devenir des congrès de solitude. Pourquoi ne pas traiter l'oral dans notre vie publique de façon aussi sérieuse et technique que l'on traite l'écrit ? Ce serait à l'école le plus sûr moyen de redonner vie au projet éducatif dans les classes, de retrouver le respect des maîtres, de retenir des décrocheurs, de remonter dans le classement international PISA, de désintéresser les élèves de la drogue et de voir disparaître le triste symptôme du harcèlement scolaire. Le besoin d'enseignants leaders. Le statut et le savoir dont disposent les enseignants aujourd'hui ne sont plus suffisants pour leur permettre de faire leur métier, notamment à cause de l'addiction des élèves aux réseaux sociaux. Il leur faut en plus développer des qualités de leader, auxquelles beaucoup ne pensaient pas en choisissant leur métier. Le rôle de leader se lit entre les lignes de leur définition de fonction. Il ne peut justement se manifester que dans leur façon de s'exprimer face aux élèves, dans ce qu'il faut accepter d'appeler leur art oratoire. Comme tout art, ils ne peuvent l'exercer sans technique. Désireux ou non d'étudier en arrivant à l'école, puisque l'enseignement est obligatoire, tous les élèves s'attendent à trouver dans leurs enseignants des leaders. C'est pourquoi les enseignants doivent être eux aussi, comme leurs élèves, préparés à l'oral. Contrairement à ce que l'on dit trop souvent, le premier savoir-faire d'un orateur ou d'un leader, ce qui revient au même, n'est pas séduire. Il est de réussir à co-construire son discours avec son public pour l'en rendre co-auteur et donc co-signataire. C'est ainsi qu'il fait l'unité du groupe et qu'il l'implique sans le contraindre dans le projet qu'il porte. Il en fait un projet collectif. Devenu ce leader par construction, puisque la technique de l'art oratoire leur permettra d'en construire le personnage, l'enseignant impliquera sans effort tous ses élèves aussi divers soient-ils dans un même projet d'accès au savoir. L'élève sur l'estrade, victime un instant du trou de mémoire, continuera à regarder le maître et ses camarades devenus ses partenaires dans le projet. Il ne relèvera plus les épaules, ne se tripotera plus les doigts et n'aura plus envie de s'enfoncer dans l'estrade. Ainsi bien intégré physiquement dans le champ social, après un court délai laissé à son cerceau pour qu'il lui calcule la suite, il retrouvera d'instinct ce qu'il devait au champ social, la suite de sa récitation. Ce sera déjà pour lui une bonne préparation à l'oral du bac,
en même temps qu'une chance ne pas servir plus tard de bouc émissaire et même de repousser l'émergence de tout bouc émissaire dans la classe. Il n'est pas ici question de stigmatiser les professeurs, mais seulement de reconnaître qu'une classe est un groupe constitué comme un autre, ou quand l'ennui s'installe, le risque du harcèlement se profile. La solution est dans la construction du leadership de l'enseignant. La bonne idée d'introduire une épreuve orale fortement coefficientée au bac pourrait constituer un excellent prétexte pour changer les choses. Le maître montre, dit-on souvent, il ouvre le chemin pour l'élève. L'imitation est le moyen pédagogique le plus sûr. De plus, une formation n'est jamais aussi efficace que quand elle se double d'un accompagnement du travail de l'élève par le travail du maître. Donnant son cours de français, de physique ou d'anglais, le professeur formé travaillerait sa maîtrise de l'art oratoire à son propre niveau autant que les élèves qu'il entraînerait à répondre oralement à des questions. Ses conseils seraient d'autant mieux choisis et donnés, qu'il vivrait lui-même ce qu'il essaierait de faire vivre à ses élèves. Il les aiderait ainsi à s'initier en toute confiance et même avec plaisir, à la pratique de l'oral. Plus tard, face au jury de l'oral du bac, leurs élèves ressentant le trac, la conscience professionnelle du comédien, comme l'a dit Louis Jouvet, n'en serait plus victime. L'énergie qu'il leur donnait auparavant pour tenter de fuir en s'enfonçant dans l'estrade, se réorienterait par leur maîtrise du corps vers la construction d'une relation positive avec leur jury. Peut-être même leurs élèves se comporteraient-ils en leaders pour le plus grand plaisir des jurys, les sortant parfois de l'ennui qui les prend au fil de la succession des candidats. Les jurys leur en seraient certainement reconnaissants. Il n'y a donc pas d'autre solution, chers enseignants, pour redresser la route de notre paquebot, que de vous orienter vous d'abord vers le pays des orateurs. Connaître l'animal pour l'apprivoiser. La question est souvent posée, de savoir comment susciter l'attention d'un public et la conserver longtemps. Chacun a sa réponse, aucune n'est vraiment satisfaisante ni surtout généralisable. Apprivoiser un animal demande d'abord de comprendre son caractère, ses habitudes, de savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, ce qui l'endort et ce qui le réveille, bref, de le connaître. Il en est de même pour l'enseignant qui veut que sa classe le suive. Il ne faut pas croire, hélas, que le seul don pour la parole suffise pour obtenir et conserver l'attention de son public. Sans technique, le don souvent se perd. Brillant, l'orateur doué parle souvent tout seul et son discours passe au-dessus de l'assemblée. Il prend peu à peu un faux style, fait d'un ensemble de petits défauts bien combinés. Tout à son plaisir de parler, ce qu'on ne saurait lui reprocher, il se fait plus maniériste qu'élégant. Et ces manies dont il n'a pas conscience, qu'on appelle vulgairement d'éthique, font sourire ses élèves. Au début de l'année, ils s'amusent entre eux à les imiter. Nous l'avons fait quand nous étions élèves. Puis le temps passant, ils s'en lassent et n'écoutent plus le cours, tant les tics sont toujours les mêmes. Le brio de l'orateur n'est pas ce qu'attend le public. Dégageons donc ici les besoins du public, quels qu'ils soient, jury pour le candidat, classe pour l'enseignant, collaborateur pour le manager, nation pour son président. De l'analyse de ces besoins se déduira logiquement une technique pour y répondre. La paresse structurelle du public. Le premier besoin d'un public est qu'on lui facilite les choses. Son aptitude à l'effort d'écoute est extrêmement limitée. Le grand Quintilien écrit dans son chapitre sur la formation de l'orateur : « Tout discours qui exige un effort d'esprit de la part de l'auditeur me paraît être un discours en pure perte. » Au théâtre, si les comédiens échouent à porter clairement la pensée de l'auteur, le public ne peut pas compenser leur manque. Il décroche. La classe ne peut pas non plus compenser ceux de l'enseignant. Même si elle essaie d'abord, elle décroche très vite. L'enseignant peut alors se dire que ses élèves sont paresseux et devrait s'accrocher. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.